presque un an de travail à Vanina Camban pour Spécial Investigation. Saint-Tropez, la ville du showbiz et des yachts de milliardaires. À 50 mètres du port, dans cette galerie commerçante, cet établissement est l'une des plus luxueuses bijouteries de la Côte d'Azur. Il est situé à seulement quelques mètres de la gendarmerie. À 16h33, le 30 août 2005, un homme fait irruption dans la bijouterie, aussitôt suivi par 3 complices. Toute la scène est filmée par des caméras de vidéosurveillance. Ils ont une allure de touristes, Bermuda et bob sur la tête, mais ils sont armés. Les braqueurs s'attaquent aux vitrines. Ils raflent tout avec le plus grand sang-froid. Le hold-up dure 1 minute et 25 secondes seulement. Butin, 2 millions d'euros. Ces professionnels du braquage ont été baptisés les Pink Panthers par la police. En 10 ans, ils ont dévalisé près de 130 bijouteries dans le monde entier. Des hommes insaisissables, recherchés par toutes les polices de la planète. Il nous a fallu plus de 5 mois d'enquête pour en approcher certains. Pour la première fois, ces braqueurs d'un nouveau genre ont accepté de parler devant une caméra de télévision. L'élégance, la valeur, la belle vie, prendre du bon temps, c'est tout ça être Pink Panther. Nous sommes dans la principauté de Monaco, la capitale internationale du grand luxe. C'est ici que les Pink Panthers ont commis un de leurs casses les plus spectaculaires. C'était le 21 juin 2007. À l'époque, Christophe Aget était déjà le commissaire principal de Monaco. Il nous emmène sur la célèbre place du Casino, au cœur du très chic quartier de Monte-Carlo. Ici, les voitures garées dans les rues sont des Ferrari, des Porsche ou des Maserati. Un véritable royaume du bling-bling. Ici, on trouve les joailleries parmi les plus chics de la planète. Tout attire la convoitise. Là, nous sommes devant la place du Casino, qui est, on va dire, la place la plus sécurisée à Monaco. On a de multiples dispositifs techniques, évidemment des caméras, mais pas que ça. On a de nombreuses patrouilles. Alors on a évidemment des policiers en uniforme, mais on a également des policiers en civil qui sont beaucoup plus discrets. Parce que ici, c'est un peu le corridor, et c'est-à-dire tout ce qui se fait de plus beau et de plus cher en matière de luxe et l'excellence de toutes les bijouteries se résume à 300 mètres sur 300 mètres. Monaco est l'État le plus surveillé au monde. 400 caméras et 500 policiers pour un territoire de 2 km². Et pourtant, c'est ici que les Pink Panthers ont réussi l'impossible. C'était le 21 juin 2007. Ce jour-là, en pleine journée, les braqueurs s'attaquent à la bijouterie Ciribelli. L'homme en costume assis à droite se fait passer pour un client venu acheter une montre. Après quelques minutes, il se lève et fait un signe à son complice qui se trouve à l'extérieur. Le deuxième homme entre et dégaine immédiatement une arme.
Les deux Pink Panthers sont sur deux. Ils n'ont même pas pris la peine de se grimer. Leur tâche accomplie en moins de 2 minutes, les braqueurs quittent les lieux avec en poche pour 500 000 € de montres. Nathalie Lebeau est la responsable de la bijouterie Siribelli. Elle se souvient très bien du jour où son chemin a croisé celui des Pink Panthers. Le supposé client était assis là quand une deuxième personne a sonné à la porte. Donc je lui ai ouvert et là la personne qui est rentrée a sorti un revolver d'un journal tout d'un coup, donc il était en costume à visage découvert, et a pointé l'enfant et nous a dit braquage, braquage. Le premier ne m'a pas impressionné à vrai dire. Il avait un air moins méchant, même à un moment il m'a regardé. J'avais l'impression qu'il me disait si tu fais rien de mal il t'arrivera rien. C'était bon, une impression comme ça. Mais l'autre était terrible. Il était, on voyait que était déterminé. Pas déterminé dans le sens où on faisait quoi que ce soit de mal, il vous tirait dessus ou il pouvait vous violenter, ça se sentait. On voyait vraiment, il était hargneux. Hein, donc c'était, quand il vous disait de pas bouger, c'était de ne pas bouger. Quoi. Donc on sentait que c'était des gens prêts à tout et j'ai su après que le revolver était chargé. Donc on reste là, on attend de voir ce qui se passe et ça paraît très très long. Quoi. 2 minutes et demie, c'est court comme ça, mais quand on a un revolver en face, c'est très long. Après ce casse incroyable, le commissaire Aget a enquêté sur ce mystérieux groupe de malfaiteurs. On a affaire à des personnes, on va dire des hommes, des jeunes hommes, plutôt athlétiques, plutôt sportifs, franchement audacieux dans leur mode opératoire et franchement professionnels. Ils ont quasiment, je dirais, un peu révolutionné le monde du braquage en Europe, c'est clair. Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, franchement, leur extrême professionnalisme, leur réussite, 120 ou 130 braquages en réactif, c'est franchement, il y a peu de gangs, et je crois même qu'il n'y en a aucun, à ma connaissance, qui sont capables d'avoir un tel palmarès. Un palmarès inimaginable. Ce gang de braqueurs hors normes écume les joailleries aux 4 coins de la planète. Ils ont commis leur casse dans les villes d'une trentaine de pays. Miami, Dubaï, Tokyo, Paris, Monaco, Barcelone, Copenhague, Londres ou encore Genève. Ils ont près de 130 braquages à leur actif pour un butin qui s'élèverait aujourd'hui à plus de 110 millions d'euros. Les Pink Panthers commettent des braquages depuis plus de 10 ans. Mais pourquoi ce groupe a-t-il été baptisé les Panthères Roses ? Pour comprendre, il faut remonter au 23 mai 2003 à Londres. Ce jour-là, 2 membres du groupe font irruption dans une bijouterie et s'emparent d'un lot de pierres précieuses d'une valeur de 13 millions d'euros. Quelques jours plus tard, la police anglaise de Scotland Yard retrouve l'une de ces pierres cachée dans un pot de crème, comme dans le célèbre film de Black Edwards, La Panthère Rose. J'ai failli être tué. Une coïncidence qui va créer un mythe. Moi, m'ennuyer avec toi. Oui, pardon, chérie. J'ai été longue à me rendre compte à quel point cette vie de retraité devait sembler monotone à un ex-gentleman cambrioleur. Ah, la petite futée. Plus sûr qu'un coffre, non? Retour à Monaco. Le commissaire Aget vient de recevoir les photographies d'un braquage qui a eu lieu 5 jours plus tôt en Suisse. Le 15 mai 2010, les braqueurs ont volé pour plus de 3 millions d'euros de bijoux. Ça, ce sont les dernières images qu'on a reçues de Zurich sur la dernière attaque et on est quasiment sûr que ce soit les Pink Panthers parce que le mode opératoire, bon, c'est signé. Encore une fois, les braqueurs sont armés et à visage découvert. Pistolets automatiques et mitrailleuses, ces hommes utilisent un véritable arsenal. Pour le commissaire Aget, il s'agit d'hommes expérimentés. Il y a des façons de tenir une arme. Certains novices vont tenir un pistolet mitrailleur d'une certaine façon. Et en fait, tous les instructeurs et tous les maîtres de tir vont vous expliquer que la règle numéro 1 pour se transporter avec une arme, quand on n'a pas envie de tirer, c'est d'avoir le doigt sur le long du pontet, comme je le fais actuellement.
Ça veut dire que je suis en sécurité, que j'ai pas le doigt sur la queue de détente. Et ici, on le voit très clairement. C'est qu'il rentre dans la bijouterie, alors que là, il faut quand même se mettre à sa place. Là, il doit être à 180 pulsations, et l'état de crise, il y existe quand même. Mais ça, c'est un pro, ça. Ça, c'est un type qui a déjà utilisé un pistolet mitrailleur, c'est certain. Après des dizaines de casses, la police réalise que tous les braqueurs viennent de la même région, l'ex-Yougoslavie. Et notamment de l'une de ses anciennes républiques, la Serbie. Nous partons pour ce pays qui sert de refuge aux Pink Panthers. C'est l'un des fiefs de ces rois du hold-up. Ici, nous avons pris contact avec une quinzaine de membres du gang de braqueurs, recherchés actuellement par Interpol. Aucun n'a accepté de nous rencontrer. Après 4 mois de négociations, nous décrochons enfin une interview avec l'un d'entre eux. Nous l'appellerons Sacha. Il sort de 3 ans de prison pour trafic de drogue, mais n'a jamais été arrêté pour ses 4 braquages en Europe. Il nous a donné rendez-vous dans l'arrière-salle d'un café. Sacha a aujourd'hui 40 ans, vit en couple mais n'a pas d'enfant. Avant de devenir braqueur, c'était un sportif de haut niveau. J'étais joueur de football et j'avais énormément d'argent. Je fréquentais la crème de la société. C'était un milieu dans lequel je côtoyais des hommes d'affaires, des sportifs et aussi des criminels. En 1991, la guerre de Yougoslavie commence. Le pays éclate. La Serbie tente d'empêcher la sécession des autres républiques. Ces guerres furent les plus meurtrières en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Bilan 80 000 morts et près d'1 million de personnes déplacées. Au début de la guerre, Sacha quitte son club de football et par conviction, il part combattre dans une unité spéciale aux côtés des Serbes. Il y restera pendant 3 ans. Quand la guerre a commencé, je vivais dans une ville européenne, dans un luxe total. Et je suis retourné là-bas, c'était l'hiver. En 2 jours, je me suis retrouvé dans la boue. Ça tirait de tous les côtés. La guerre, c'est quand même le plus grand choc qu'un homme puisse vivre. Où la guerre te durcit, où elle te détruit. En tout cas, tu ne peux pas en sortir indemne. C'est un choc pour n'importe qui. En 1995, la guerre s'achève. Sacha est démobilisé. Après la guerre, plus rien ne peut t'atteindre. C'est le seul avantage d'avoir fait la guerre. Enfin, si tu t'en sors vivant. Après tout ça, je n'ai même pas peur de faire de la prison. Je peux faire n'importe quoi. La peur n'existe plus. À cette époque, Sacha ne peut plus réintégrer son club de football. Il décide de changer radicalement de carrière. Comme je ne pouvais plus être joueur de foot, il fallait que je fasse autre chose. Mais quoi faire? Trouver un travail plan-plan? Non. Je menais la grande vie, donc forcément je fréquentais des gens qui eux aussi avaient beaucoup d'argent, des sportifs et des criminels. Je suis devenu ami avec l'un d'eux, que je connaissais depuis des années. Je savais ce qu'il faisait dans la vie. Il m'a proposé mon premier coup. Mon rôle, c'était la logistique. Ça s'est passé spontanément, une sorte de transition totalement naturelle, une transition logique. On dit que parmi les quelques 200 Pink Panthers dont vous faites partie, un grand nombre a fait la guerre. Oui, oui. En fait, les gens qui, après la guerre, se mettent à faire des coups, ce sont des gens qui sont clairement expérimentés, qui n'ont pas peur, qui sont responsables et courageux. Aujourd'hui, il se dit prêt à commettre de nouveau des casses. On ne peut pas gagner autant d'argent dans la légalité que dans l'illégalité. C'est de l'argent facile. Tu peux gagner 30 ou 40 000 euros en 3 minutes.
En Serbie, pour gagner ça, il faudrait que pendant un an, je tienne les meilleures boîtes de nuit et que je travaille 12 heures par jour. Vous diriez que vous avez gagné combien? Combien j'ai gagné? Il ne faut même pas que j'y pense. Avec mes 2 complices, on a engrangé des millions d'euros. Plusieurs millions. Plusieurs millions, oui. Plusieurs millions. On dépensait comme c'est pas permis. C'était irrationnel. On allait trop loin. On louait des yachts. Moi, je conduisais une Lotus et une Audi. Mon pote, une Mercedes 500. Il a gagné des sommes colossales, mais ce dont il est le plus fier, c'est que sur l'ensemble des braquages, on ne dénombre aucune victime. Ce qui me rend heureux, c'est que tous les coups auxquels j'ai participé, et les braquages des autres Pink, tous se sont faits sans aucune violence, sans coup de feu. C'est vraiment professionnel. On pourrait même se faire appeler les aristocrates du braquage. Tous les Pink Panthers ne sont pas des soldats perdus. Certains n'ont jamais fait la guerre, comme Duško Martinović. Duško Martinović, c'est l'homme qui, en août 2005, avait dévalisé avec 3 complices cette célèbre bijouterie de Saint-Tropez. Ce jour-là, 4 Pink Panthers avaient mis la main sur 2 millions d'euros de montres et de bijoux. Duško Martinović et ses complices avaient réussi à s'enfuir à bord d'une vedette, louée 2 jours plus tôt. Mais la police a retrouvé une trace de son ADN. Le braqueur est arrêté 3 semaines après le casse. Depuis, il a été condamné à une peine de 15 ans de prison. Il est aujourd'hui incarcéré à Grasse, dans le sud de la France. Pour en savoir plus sur Duško Martinović, nous partons dans son pays d'origine, le Monténégro, une petite république tout au sud de l'ex-Yougoslavie. Cet État est depuis 20 ans le carrefour de tous les trafics. C'est l'autre refuge des Pink Panthers. Un territoire grand comme 2 départements français, un pays montagneux qui compte à peine 650 000 habitants. Duško Martinović est originaire de la petite ville de Cetinje, la capitale.